Mes amis disent que tu m'empêches d'atteindre mon plein potentiel, a annoncé ma femme. J'ai hoché la tête. Alors, considère-toi libéré. 3 semaines plus tard, elle a appelé, en sanglotant, j'ai atteint mon plein potentiel seule et malheureuse. J'ai répondu, notre avocate appellera aujourd'hui. Elle a dit, attends, quoi? Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise exactement ce qu'il pense de vous et que vous réalisiez que votre mariage tout entier était construit sur un mensonge? C'est ce qui m'est arrivé un mardi soir de mars, et ça a tout changé. Je m'appelle Grégoire Muller. Je travaille comme technicien automobile spécialisé dans les importations européennes. Je gagne environ 65 000 € par an. Pas riche, mais à l'aise. Ma femme, Brigitte, et moi louons une maison à la Croix-Rousse, nous partageons les factures en fonction de nos revenus, et nous nous en sortons généralement très bien. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce mardi-là, je suis rentré vers 18h30. Brigitte était déjà là, assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, à faire défiler les réseaux sociaux. Elle était distante depuis des semaines, mais ce soir-là, c'était différent. J'ai commencé à préparer le dîner moi-même puisqu'elle n'avait pas pris la peine de le faire. Poulet grillé et légumes, rien d'extraordinaire. Je pensais qu'on pourrait utiliser ma prime pour rembourser une partie du solde de ta carte de crédit, ai-je dit en cuisinant. Je venais de recevoir 550 € pour avoir obtenu une certification. Elle n'a pas levé les yeux. Le solde de ma carte de crédit va bien. C'est 8 000 € à 23% d'intérêt. Ça fait presque 2 000 € par an juste en intérêt. Elle a soupiré. Et voilà, ça recommence. Toi et tes feuilles de calcul. Ce n'est pas une question de feuilles de calcul. C'est une question de ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Elle a finalement levé les yeux. Tu sais quoi? J'en ai marre de ça. J'en ai marre d'avoir l'impression de ne pas pouvoir respirer dans ma propre vie. De quoi parles-tu? Puis elle l'a dit. Les mots qui ont mis fin à notre mariage. Mes amis disent que tu m'empêches d'atteindre mon plein potentiel. Et tu sais quoi? Elles ont raison. Le mari d'Élodie vient de lui faire la surprise d'un voyage à Bordeaux. Chloé et Blake versent un acompte pour une maison à Écully. Ambre vient de publier une photo de sa nouvelle Lexus. Et moi, je suis là, marié à un mécanicien qui me fait la morale sur les intérêts de ma carte de crédit. J'ai arrêté de remuer la poêle et j'ai éteint le feu. Le silence dans cette cuisine était pesant. Un mécanicien, ai-je dit doucement. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne crois pas, explique-moi. Je veux dire, tu es bon dans ce que tu fais, mais il n'y a aucune ambition, aucune envie d'être plus. Tu es juste. Satisfait. Et moi, non. Je veux plus. Plus de quoi? Plus de tout. Plus d'argent, plus d'expérience, plus de vie. Mais je ne peux pas l'avoir parce que je suis coincé ici avec quelqu'un qui pense qu'une prime de 550 € est un grand accomplissement. Et tes amis sont d'accord avec ça? Oui. Elles me disent depuis des mois que je mérite mieux. Que je gaspille mes plus belles années avec quelqu'un qui n'a aucune vision. Je l'ai regardée, debout, les mains sur les hanches, comme si elle était fière de me dire enfin cette vérité, comme si j'avais besoin de l'entendre. Alors, considère-toi libéré, ai-je dit. Quoi? Si je t'empêche d'atteindre ton plein potentiel, alors tu es libre d'aller l'atteindre. Considère-toi libéré de ce terrible fardeau d'être marié à un mécanicien sans vision. Arrête de faire ton cinéma. Je dis juste que nous devons avoir de l'ambition. Cette conversation est terminée. Je suis allé dans le garage. Derrière moi, je l'ai entendu prendre son téléphone et appeler Élodie. Je pouvais l'entendre rire, parler de lui avoir enfin dit ses 4 vérités. C'est là que j'ai su qu'elle n'était pas désolée. Elle était soulagée. C'était sa vraie nature, et ce depuis un certain temps. Je me suis assis dans le garage, regardant ma collection d'outils, et j'ai commencé à voir tous les signes que j'avais ignorés, ces comparaisons constantes avec les mariages de ses amis, la gêne lorsqu'on lui demandait ce que je faisais lors de ses événements professionnels, la fois où elle m'a demandé de ne pas porter ma veste de travail en venant la chercher, la façon dont elle me présentait comme « juste Grégoire », alors que d'autres présentaient leur conjoint avec leur accomplissement. Vers 21h30, j'ai envoyé un texto à mon frère, Olivier. J'ai besoin de parler. Je peux t'appeler. Il m'a rappelé immédiatement. Je lui ai tout raconté, mot pour mot.
Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé. Je crois que j'en ai fini. Je dois trouver un moyen de m'en sortir proprement. Tu as un endroit où aller? Pas encore, mais je dois y réfléchir. Réfléchis vite. De quoi as-tu besoin? De temps, d'espace, d'aide quand je serai prêt à déménager. C'est noté. Appelle-moi quand tu auras un plan. Je suis resté dans ce garage jusqu'à plus de minuit. Brigitte est sortie une fois et m'a demandé si j'allais faire la tête toute la nuit. Je n'ai pas répondu. Elle est retournée à l'intérieur. J'ai commencé à faire une liste, compte en banque, logement, affaires personnelles, exigences légales. Nous étions mariés, ce qui signifiait que j'avais besoin d'un vrai divorce. Ça n'allait pas être simple, mais ça allait se faire. Le lendemain matin, Brigitte a agi de manière tout à fait normale. Elle a préparé le café et m'a demandé comment s'annonçait ma journée, comme si de rien n'était. Elle a mentionné qu'elle sortait vendredi soir avec Élodie et Chloé une soirée entre filles. Je n'ai rien dit, mais j'ai noté le moment. Pendant ma pause déjeuner, j'ai ouvert un compte courant individuel dans une autre banque. J'ai transféré exactement la moitié de notre épargne commune, 6 000 €. J'ai laissé le compte courant commun intact car les factures en étaient prélevées. Ensuite, j'ai appelé un avocat et j'ai pris rendez-vous pour une consultation le jeudi. Je devais savoir ce que je pouvais et ne pouvais pas faire avant de demander le divorce. Ce soir-là, Brigitte a raconté à quel point ses amis étaient fiers d'elle pour avoir enfin dit sa vérité. J'ai écouté sans rien dire. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain au travail, Romain m'a pris à part. C'est un collègue qui a divorcé il y a 2 ans. Il m'a vu fixer mon téléphone pendant une pause. Tout va bien, a-t-il demandé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Pas tout, juste assez. Il a hoché la tête lentement. Laisse-moi deviner. Elle t'a comparé au mari des autres. Comment tu as su? Parce que c'est ce que la mienne a fait. Le mari de sa sœur gagnait un salaire à 6 chiffres. Le mari de son ami a acheté un bateau. Pendant ce temps, je me tue à la tâche à réparer des voitures, et ce n'est jamais assez. Qu'est-ce que tu as fait? La même chose que ce que tu es sur le point de faire, on dirait. J'ai demandé le divorce. Je suis parti. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Tu l'as déjà regretté? Il a ri. Chaque jour où je me réveille dans mon propre appartement, où je mange ce que je veux, où je regarde ce que je veux, et où je n'entends aucune plainte? Non, pas une seule fois. Tu iras bien, mec. Mieux que bien. Cette conversation m'est restée. Elle m'a rappelé que je n'étais pas seul dans cette situation. Jeudi est arrivé. J'ai rencontré l'avocate pendant ma pause déjeuner. Maître Dubois m'a tout expliqué. La procédure en France exige une période d'attente de 90 jours pour un divorce par consentement mutuel. Les actifs et les dettes acquis pendant le mariage sont partagés. Mes outils d'avant le mariage restent à moi. Sa dette de carte de crédit? Nous la partageons. Le coût serait de 3 000 à 5 000 € pour un divorce non contesté. J'ai fait un chèque de 2 400 € sur le champ. À compte versé. Les papiers seraient prêts lundi. La signification aurait lieu mardi, au retour de Brigitte du travail. J'ai appelé Olivier depuis le parking. Les papiers sont déposés lundi. J'ai besoin d'aide pour déménager cette fin de semaine. Elle sort vendredi soir. C'est ma fenêtre de tir. Combien d'affaires? Pas grand-chose. Surtout des vêtements, mes outils, quelques objets personnels. Les meubles sont principalement les siens de toute façon. J'apporterai mon camion. Je demanderai à Denis aussi. À quelle heure? Elle part vers 19 h. Commençons à 20 h. J'ai appelé Denis ensuite. Il était partant. J'ai appelé une agence pour un appartement dans le 7e arrondissement de Lyon. Un T2, 1 100 € par mois. J'ai payé le premier mois et la caution par téléphone. Je pouvais y entreposer des affaires dès le samedi, même si le bail ne commençait que le 1er avril. Ce soir-là, Brigitte était excitée à l'idée de la soirée de vendredi, parlant d'un bar à vin qu'Élodie avait trouvé. Elle a mentionné qu'elle pensait s'inscrire à des séances de coaching pour cadres à 400 € par mois. Tu devrais faire ce qui te rend heureuse, ai-je dit. Elle a semblé satisfaite, n'ayant aucune idée que c'était notre dernière soirée normale ensemble. Vendredi matin, nous nous sommes préparés tous les deux pour le travail.
Elle chantait sous la douche, de très bonne humeur. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir à la porte. Ne m'attends pas. On risque de rentrer tard. Amuse-toi bien, ai-je dit. Au travail, j'ai dit à mon superviseur que je traversais une situation personnelle et que je pourrais avoir besoin d'ajuster mon emploi du temps dans les semaines à venir. Il me connaissait comme quelqu'un de fiable. Tout ce dont tu as besoin. Ça va aller? Ça ira. Cet après-midi-là, j'avais une Mercedes dans le garage. Le propriétaire était un avocat, un type sympa qui laissait toujours un bon pourboire. Il est descendu à l'atelier pendant que je finissais de réparer ses freins. Comment ça se présente, a-t-il demandé. Bien. Les plaquettes étaient usées, mais nous les avons changées à temps. Les disques sont en bon état. Vous savez, j'apprécie toujours la façon dont vous expliquez les choses. La plupart des mécaniciens me tendent juste une facture. Je pense que les gens devraient savoir pourquoi ils paient. C'est de l'intégrité. C'est rare de nos jours. J'ai pensé à ce mot, intégrité. Brigitte n'avait jamais utilisé ce mot à mon sujet. Elle utilisait des mots comme « satisfait » et « sans ambition ». Mais ce type, un avocat qui pouvait se permettre n'importe quel garage à Lyon, venait ici parce qu'il me faisait confiance. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était plus que suffisant. À 19h, Élodie est venue chercher Brigitte dans son Range Rover. J'ai regardé par la fenêtre. Brigitte est montée, déjà en train de rire. Elles sont parties. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai commencé à m'activer. Olivier et Denis sont arrivés pile à 20h. Tous deux sont venus à la porte. C'est parti. J'avais une liste prête, tous mes vêtements, mes articles de toilette, mon ordinateur portable, mes affaires du lycée, les photos de ma famille, mes livres et mes disques, les articles de cuisine que j'avais apportés au mariage, la télévision de la chambre, ma console de jeu, la commode qui était à moi avant notre mariage, mon fauteuil inclinable du garage qu'elle détestait, et le plus important, tous mes outils, les 2 coffres à outils, l'établi, le compresseur d'air, l'équipement de diagnostic, tout mon gagne-pain. Nous avons travaillé efficacement. 2 heures, et le camion était chargé. La maison paraissait plus vide, mais pas saccagée. Ses meubles étaient toujours là. Ses affaires n'avaient pas été touchées. J'ai écrit un mot sur du papier ordinaire et je l'ai laissé sur la table de la cuisine, là où elle poserait ses clés. Tu as dit que je t'empêchais d'atteindre ton plein potentiel. Tu as raison. Nous voulons des choses différentes. Je ne serai pas l'encre qui t'empêche d'atteindre ce que tu veux. Considère que je te libère pour que tu puisses trouver ton vrai potentiel. La maison est à toi jusqu'à la fin du bail en juillet. Je couvrirai ma moitié du loyer jusque-là. Tout ce que j'ai pris était à moi. J'ai déplacé mes économies. Notre avocat te contactera mardi. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'ai laissé ma clé à côté du mot. J'ai fait un dernier tour, j'ai éteint les lumières du garage et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Comment tu te sens? A demandé Denis. Plus léger, ai-je répondu. Nous avons conduit jusqu'à l'appartement et avons tout entreposé. Puis je me suis écroulé chez Olivier. Sa femme, Pascal, avait préparé la chambre d'amis. Elle m'a serré dans ses bras. Tu mérites mieux que quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Je n'ai pas réussi à dormir au début. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone. Brigitte n'avait pas encore envoyé de texto. Je me demandais quand elle rentrerait, combien de temps il lui faudrait pour s'en apercevoir. Je me suis finalement endormi vers 2h du matin. Samedi matin, je prenais mon petit déjeuner chez Olivier quand mon téléphone s'est mis à sonner. Le numéro de la maison. Je n'ai pas répondu. 30 secondes plus tard, mon portable a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. À midi, j'avais 14 appels manqués et 6 messages vocaux. Je les ai écoutés vers 13h. Premier message vocal, 9h47, salut, j'ai trouvé ton mot. Je ne comprends pas ce qui se passe. Peux-tu me rappeler? Deuxième, 9h53, Grégoire, sérieusement, rappelle-moi. Où est la télé? Où est ta commode? Que veut dire notre avocat? Appelle-moi. Troisième, 10h08, la colère monte, tu ne peux pas simplement laisser un mot et disparaître. C'est insensé. Tu fais ton cinéma. On a eu une dispute.
Rappelle-moi maintenant. 4e, 10h25, le désespoir commence, s'il te plaît, appelle-moi. Je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments mardi. Je ne le pensais pas comme ça. Est-ce qu'on peut en parler comme des adultes, s'il te plaît? Les textos ont suivi, j'ai appelé Olivier. Il ne veut pas me dire où tu es. J'ai appelé Denis. Il m'a raccroché au nez. Tu ne peux pas t'enfuir dès que les choses deviennent difficiles. 5e message vocal, 11h15, panique totale, je suis allé à la banque. Tu as pris la moitié des économies. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est notre argent. Olivier a rapporté qu'elle l'avait appelé 4 fois. Il lui a dit que j'allais bien, que je prenais mes propres décisions et qu'il ne s'en mêlait pas. Elle l'a traité de complice. Les appels ont continué toute la journée. 6e message vocal, 13h30, d'accord, écoute, je comprends. Tu es en colère. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais c'est extrême. Rentre à la maison et on trouvera une solution. J'ai finalement répondu par un seul texto, je vais bien. Je pensais ce que j'ai dit dans le mot. Nous voulons des choses différentes. Je ne te retiens plus. Elle a répondu immédiatement, ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais. Tout le monde se plaint de son conjoint de temps en temps. Où est-ce que tu loges? J'ai répondu, ça n'a pas d'importance. Mon avocate te contactera mardi. Une avocate pourquoi? S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai éteint mon téléphone après ça. La femme d'Olivier, Pascal, a préparé le dîner ce soir-là. Un rôti de bœuf avec des légumes, un plat réconfortant. Nous nous sommes assis à leur table de cuisine, et pour la première fois depuis des heures, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Comment tu tiens le coup? A demandé Pascal. Honnêtement, mieux que ce à quoi je m'attendais. Olivier m'a dit ce qu'elle a dit sur le fait que tu l'empêchais d'avancer. Ouais. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que vous étiez solide. Tu étais bon pour elle. J'ai essayé de l'être. Olivier s'est adossé à sa chaise. Tu sais ce que maman dirait en ce moment? Qu'est-ce qu'elle dirait? Certaines personnes ne connaissent la valeur d'un euro que lorsque le compte en banque est vide. Brigitte ne connaissait pas la valeur d'un homme bien avant qu'il ne parte. Pascal a hoché la tête. Ta mère est une femme sage. Nous avons parlé d'autre chose après ça, du travail, de l'Olympique lyonnais, du dernier projet de construction d'Olivier, des choses normales. Ça faisait du bien d'être quelque part où je n'avais pas à surveiller ce que je disais ou à m'inquiéter de déclencher une dispute. Avant de me coucher, Olivier m'a pris à part. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Je suis sérieux. Je sais. Merci de me soutenir. C'est à ça que sert la famille. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des mois. Dimanche, j'ai passé la journée à organiser mes affaires dans l'appartement. Lundi, j'ai retrouvé Maître Dubois à son cabinet et j'ai examiné la demande de divorce. Motif, rupture irrémédiable du mariage. Partage égal de l'épargne, du compte courant et de la dette conjugale, sa dette de carte de crédit. Nous prendrions chacun 4 000 euros. Pas de pension alimentaire puisque nous travaillons tous les deux. Une rupture nette. Les papiers ont été déposés au tribunal du département. L'huissier de justice lui signifierait l'acte mardi soir. J'ai payé les frais de dépôt, 350 euros. Mardi à 18h30, l'huissier de justice est arrivé à la maison et a remis les papiers du divorce à Brigitte. Elle a signé l'accusé de réception. Il est parti. À 18h45, mon téléphone a sonné. J'ai répondu cette fois. Olivier était avec moi. Tu as vraiment demandé le divorce? Oui. Pour une seule dispute? Un mauvais jour? Pour m'avoir dit exactement ce que tu penses de moi. Pour avoir réalisé que ma femme a honte de ce que je fais. Je n'ai pas honte. Tu m'as dit que je n'avais pas d'ambition, que j'étais juste satisfaite comme si c'était un défaut de caractère, que tes amis pensent que tu t'es marié en dessous de ta condition et que tu es d'accord. J'étais frustré. Tu étais honnête. Enfin honnête après probablement des années à le penser. Alors c'est tout? 6 ans envolés? 6 ans pendant lesquels tu pensais apparemment te contenter de peu. Oui, ceux-là sont envolés. Tu es cruel. Je suis clair. Il y a une différence. Elle s'est mise à pleurer. Je ne peux pas me permettre cette maison seule. Ce n'est pas mon problème.
J'ai payé jusqu'en juillet, comme je l'ai dit. Et ma dette de carte de crédit? Nous prenons chacun la moitié. 4 000 € pour toi, 4 000 € pour moi. Même si c'est toi qui as tout dépensé. Ce n'est pas juste. Ce sont les lois. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est déjà fait. 90 jours et c'est final. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, elle a essayé une autre tactique, postant un message vague sur Facebook, « Je traverse une période difficile. Le mariage demande du travail. Reconnaissante d'avoir de vrais amis qui me soutiennent dans les épreuves. » Denis en a fait une capture d'écran et me l'a envoyée. Ta femme cherche à se faire plaindre en ligne. Je n'ai répondu ni à lui, ni à sa publication. Mercredi, elle a commencé à contacter des gens que nous connaissions tous les deux. Benoît, un gars avec qui je travaillais, m'a appelé. Salut mec, ta femme m'a appelé. Elle est vraiment bouleversée. Elle dit que tu as disparu après une dispute. Quelque chose comme ça. Elle veut savoir si j'ai eu de tes nouvelles. Elle a l'air inquiète. Je vais bien. J'avais juste besoin d'espace. Peut-être que tu devrais la rappeler. Elle avait l'air désespérée. J'y réfléchirai. Je n'y réfléchirai pas. Il ne s'agissait pas d'une dispute. Il s'agissait d'un manque fondamental de respect. Ce soir-là, Élodie et Chloé sont passées pour soutenir Brigitte, mais elles ont dû partir tôt pour des réservations au restaurant. Brigitte a réalisé qu'elles n'étaient pas là pour aider, elles étaient là pour observer le drame. La deuxième semaine a été différente. Brigitte a publié sur les réseaux sociaux qu'elle découvrait qui étaient ses vrais amis. Aucun commentaire d'Élodie, Chloé ou Ambre. Ambre lui a envoyé un texto, « Je pense qu'il vaut mieux que nous prenions nos distances. Ta situation dégage une énergie vraiment négative en ce moment. » Le chat de groupe est devenu silencieux. Quand Brigitte a demandé des conseils, tout le monde a lu les messages, mais personne n'a répondu. Elle a commencé à regarder ses finances. Revenu, 3 250 € par mois après impôt. Loyer, 1 850 €. Mensualité de la voiture, 385 €. Assurance, service public, dette, nourriture, essence. Il lui manquait 140 € par mois, même sans extra. Le coaching pour cadre qu'elle voulait? Impossible. La nouvelle voiture? N'y pensez pas. Le style de vie de ses amis n'allait jamais se produire avec son seul salaire. Pendant ce temps, je construisais quelque chose de nouveau. L'appartement dans le 7e arrondissement n'était pas grand-chose, mais il était à moi. J'ai accroché mes vieilles affiches de concert, installé ma console de jeu et rangé mes outils dans le petit espace de rangement en bas. Denis est passé pour m'aider à monter des meubles, des trucs simples d'un grand magasin, mais fonctionnels. C'est sympa ici, a-t-il dit en regardant autour de lui. Un nouveau départ. Ouais, ça me convient. Tu as l'air différent. Plus détendu. Je n'ai plus à surveiller tout ce que je dis. Plus à m'inquiéter d'être comparé à un type riche que je n'ai jamais rencontré. C'est la liberté, mon frère. Il avait raison. C'en était. Elle a essayé de trouver du travail en freelance. Elle a posté une annonce pour chercher une colocataire. Elle a envisagé de retourner vivre chez ses parents. Son 12e message vocal est arrivé le 18e jour. Mes amis m'ont tout abandonné. Les gens qui me disaient de viser plus haut, ils sont partis. Élodie ne me suit plus sur Instagram. Chloé m'a bloqué. Même Ambre ne répond plus à mes appels. Tu avais raison. Ce n'étaient pas de vrais amis. Mais toi, tu étais réel, et j'ai tout gâché. Cette fin de semaine-là, je suis allé voir mes parents. Ils avaient appris la séparation par Olivier. Maman m'a serré dans ses bras à la porte, un peu plus longtemps que d'habitude. Tu vas bien? A demandé papa autour d'un café. Ouais, en fait, mieux que ce que je pensais. Ta mère et moi aimions bien Brigitte, mais nous t'aimons plus toi. Maman a hoché la tête. Elle avait toujours l'air d'attendre autre chose, comme si tu n'étais pas tout à fait ce qu'elle avait commandé. C'était exactement ça. Tu mérites quelqu'un qui te voit pour qui tu es, a dit maman, pas pour ce qu'elle veut que tu sois. Papa s'est éclairci la gorge. Pour ce que ça vaut, mon fils, tu as fait ce qu'il fallait. Un homme peut vivre sans beaucoup de choses, mais le respect? Ce n'est pas l'une d'elles. Je suis retourné à Lyon en me sentant plus léger.
Mes parents avaient compris. Olivier avait compris. Denis avait compris. Les gens qui me connaissaient vraiment comprenaient. La 3e semaine, Brigitte a appelé ses parents et a avoué ce qui s'était passé. Ils étaient déçus. Sa mère a dit qu'il m'aimait bien. Son père lui a demandé si elle avait laissé partir un homme bien parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Il la laisserait revenir, mais elle devrait payer un loyer, 500 € par mois. Pas d'autre aide. 3 semaines après mon départ, elle m'a appelé au travail. Je suis sorti. Elle sanglotait. J'ai atteint mon plein potentiel. Quoi? Mon potentiel. Tu te souviens? Ce truc que tu m'empêchais d'atteindre? Je l'ai atteint. D'accord. Je suis seul. Je suis fauché. Mes amies étaient fausses. Je retourne vivre chez mes parents. J'ai ruiné la meilleure chose de ma vie parce que j'ai écouté des gens qui ne se souciaient pas de moi. C'est ça, mon potentiel, seule et malheureuse. Il y a eu une longue pause. Puis je l'ai dit. Notre avocate t'appellera aujourd'hui. Attends, quoi? Pourquoi? Pour discuter de la signature de l'accord de règlement. Ça fait 3 semaines. Nous devons faire avancer les choses. C'est tout? Je te vide mon cœur, et c'est tout ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te reprendrai? Je ne le ferai pas, mais je suis désolé. J'avais tort sur toute la ligne. Tu n'es pas désolé de l'avoir dit. Tu es désolé des conséquences. Ce n'est pas vrai. Si tes amis ne t'avaient pas abandonné, si tu pouvais te permettre la maison, si tout s'était passé comme tu le voulais, serais-tu encore désolé? Silence. C'est ce que je pensais. Signe les papiers, Brigitte. C'est fini. Elle a raccroché. La 4e semaine, elle a demandé à me rencontrer en personne. J'ai accepté mais j'ai emmené Olivier. Nous nous sommes retrouvés dans un café à Lyon. Elle avait l'air épuisée, avait perdu du poids, n'était pas maquillée, et était stressée. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-elle dit. Tu as dit que tu devais parler. Tout s'est effondré sans toi. Pas seulement financièrement, mais tout. Je suis désolé de l'apprendre. Vraiment? En fait, oui. Je n'ai jamais voulu que tu souffres. Je ne pouvais simplement pas rester marié à quelqu'un qui pensait que je n'étais pas assez bien. Je ne pensais pas ça. Il y a 3 semaines, tu m'as dit, mot pour mot, que je te retenais, que je n'avais ni ambition ni vision. J'étais stupide. Tu étais honnête. Pourquoi tu continues de dire ça? Parce que c'est ce que c'était. La première chose honnête que tu m'aies dite depuis des mois. Elle s'est mise à pleurer. J'étais tellement obsédé par la comparaison de notre vie à celle de tout le monde. Et maintenant? Maintenant je vois ce que j'avais. Un mari qui m'aimait, qui travaillait dur, qui était responsable, stable et bon. Toutes les choses que je prenais pour acquises. Je suis content que tu le vois maintenant. Alors il y a de l'espoir? On peut réessayer. Non. Quoi? Mais tu viens de dire, j'ai dit que j'étais content que tu aies appris quelque chose. Ça ne change rien entre nous. Comment peux-tu être si froid? Je ne suis pas froid. Je suis clair. Tu m'as montré qui tu étais. Je te crois. Les gens changent. Vraiment? Ou regrettent-ils simplement les conséquences? Ce n'est pas juste. Tu veux parler de ce qui est juste? Pendant 6 ans, j'ai travaillé dur à un travail où je suis bon, j'ai gagné un salaire décent, j'ai payé plus que ma part des factures, je t'ai soutenu, et apparemment, pendant tout ce temps, tu avais honte de moi. Ce n'est pas vrai. Tes amis pensent que tu as épousé un perdant, et tu étais d'accord. Tu l'as dit toi-même. Ce ne sont plus mes amis. Ça ne change pas ce qui a été dit. Alors, une seule erreur ruine tout? Ce n'était pas une erreur. C'était une révélation. Tu as révélé ce que tu ressentais vraiment. Je ne peux pas faire comme si je ne le savais pas, elle s'est levée. Très bien. J'ai essayé. Je me suis excusé. J'ai admis que j'avais tort. Mais tu es tellement coincé dans ta fierté que tu ne peux pas voir au-delà d'un mauvais moment. Je suis ancré dans mon amour-propre. Il y a une différence. Tu vas le regretter. Je ne pense vraiment pas, quand tu seras seul et malheureux, je ne suis pas seul. J'ai des gens qui me respectent vraiment.
Et je ne suis pas malheureux. Je suis libre. Libre de quoi? De prétendre être assez bien pour quelqu'un qui pensait que je ne l'étais pas. Elle a attrapé son sac. Je signerai tes stupides papiers. Merci. Mais sache ceci, tu laisses partir quelqu'un qui t'aimait vraiment. Non. Je m'éloigne de quelqu'un qui aimait ce que je pouvais fournir, mais pas qui j'étais vraiment. Ce sont deux choses différentes. Elle est partie. Olivier s'est approché. Ça va? Ouais, ai-je dit. Vraiment. 2 mois plus tard, le divorce a été finalisé. La période d'attente de 90 jours était terminée. Brigitte a tout signé sans contester. Le jugement a été envoyé par la poste. J'ai reçu ma copie à l'appartement. Juste du soulagement. Je me suis installé dans ma vie à Lyon. J'ai décoré selon mes goûts. Le travail allait bien. J'ai obtenu une autre certification. J'ai remboursé ma moitié de la dette en 2 mois en faisant des heures supplémentaires. Les économies se reconstituaient. J'ai commencé à aller à la salle de sport avec Denis et j'ai rejoint un club de football amateur. J'aimais vraiment rentrer chez moi. Le 1er avril est arrivé, et mon bail a officiellement commencé. J'ai acheté un petit barbecue pour le balcon. J'ai recommencé à cuisiner, en essayant de nouvelles recettes des choses que j'avais voulu faire mais que Brigitte critiquait toujours, trop épicé, trop bizarre, trop d'ail. Maintenant, je faisais tout ce que je voulais. Les gars sont venus pour les matchs de l'Olympique lyonnais. Pizza, bière, football. Personne n'a commenté mes meubles ou ma décoration. Personne ne m'a demandé pourquoi je ne faisais pas plus de ma vie. On a juste regardé le match et passé un bon moment. C'est sympa ici, a dit Olivier pendant la mi-temps. Tu as une bonne installation. Merci. C'est à moi. C'est ce qui compte. Brigitte est retournée vivre chez ses parents en juin. Elle avait toujours le même travail, toujours sa dette. Elle ne parlait plus à Élodie, Chloé, ou Ambre. Elle a publié une fois sur la croissance à travers l'épreuve. Elle paraissait plus sobre sur les photos. 6 mois après la séparation, j'étais au restaurant avec Denis. Brigitte est entrée avec son nouveau petit ami. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux. J'ai hoché la tête poliment. Elle s'est assise loin de l'autre côté de la salle et n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil. Ils sont partis tôt. Elle avait l'air malheureuse. Denis a dit qu'elle semblait mal à l'aise. Tu regrettes d'être partie? Pas une seule fois. Pas même un tout petit peu. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau par l'intermédiaire de la femme d'Olivier, Rachel, une kinésithérapeute. Nous nous sommes rencontrés à un barbecue. Elle m'a demandé ce que je faisais. Quand j'ai dit « technicien automobile », elle a dit que son père était mécanicien. Il y avait un vrai respect dans sa voix. Elle trouvait ma carrière intéressante. Elle ne m'a comparé à personne d'autre. Le premier rendez-vous s'est bien passé. Le deuxième, encore mieux. Nous y sommes allés doucement, mais c'était différent. C'était comme être avec quelqu'un qui me voyait clairement et qui aimait ce qu'elle voyait. Pour notre 3e rendez-vous, nous sommes allés dîner dans un petit restaurant italien dans le Vieux-Lyon. Elle m'a parlé de sa journée à la clinique. Je lui ai parlé du diagnostic d'un problème électrique délicat sur une BMW. Elle a écouté, vraiment écouté, a posé des questions, a voulu comprendre. Ça a l'air compliqué, a-t-elle dit. Ça l'est, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Tu dois être vraiment bon dans ce que tu fais. Je le suis. Ça m'a pris des années pour en arriver là. C'est impressionnant. Les gens ne valorisent pas assez les métiers manuels qualifiés. Je me suis adossé et je l'ai regardé. Cette femme, qui avait une maîtrise et travaillait dans le domaine de la santé, trouvait mon travail impressionnant. Pas embarrassant. Pas quelque chose dont il fallait s'excuser. Impressionnant. Quoi, a-t-elle demandé en souriant. Rien. C'est juste agréable de parler à quelqu'un qui comprend. Qui comprend quoi? Que travailler de ses mains, être bon dans un métier, c'est quelque chose dont on peut être fier? Bien sûr que ça l'est. Pourquoi ne le serait-ce pas? Et voilà. La différence entre quelqu'un qui vous respecte et quelqu'un qui a honte de vous. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai repensé à tout ça. Brigitte avait raison sur une chose, je la retenais, mais pas de son potentiel. Je l'empêchais de réaliser que sa définition du succès était vide de sens.
Ses amis avec leur Range Rover étaient endettés jusqu'au cou. Moi? Je suis exactement là où j'ai toujours été, bon dans mon travail, financièrement stable, un type bien. La seule différence, c'est que maintenant je suis avec quelqu'un qui voit ça comme quelque chose de précieux. J'ai consulté mon compte en banque un soir. Mes économies étaient remontées à 7500 €, plus que ce que Brigitte et moi avions jamais eu ensemble. J'avais remboursé la dette qu'elle avait créée et il me restait de l'argent. Aucun solde de carte de crédit. Aucune mensualité de voiture puisque la mienne était payée. Le loyer était moins cher que ce que je payais avant. J'étais financièrement mieux loti seul que lorsque je soutenais quelqu'un qui pensait que je ne gagnais pas assez. L'ironie ne m'a pas échappé. Brigitte est quelque part, probablement encore en train de se comparer aux gens sur les réseaux sociaux. J'espère qu'elle finira par comprendre, mais je ne pense plus beaucoup à elle. Elle avait raison. Je la retenais, et elle me retenait aussi d'être avec quelqu'un qui apprécie vraiment ce que j'apporte. Il s'avère que ses amis avaient raison, elle s'était bien mariée en dessous de sa condition. Elle a épousé quelqu'un qui avait de la substance, et elle était trop superficielle pour le voir. Tant pis pour elle, tant mieux pour moi. Je n'ai jamais été plus heureux. Un soir, je suis dans mon appartement avec Rachel. Nous préparons le dîner ensemble. Elle rit de quelque chose que j'ai dit. Olivier et sa femme viennent pour une soirée jeu. Denis envoie des textos à propos du foot de la fin de semaine. Le travail va bien. La vie est simple. Mon téléphone vibre. Un numéro inconnu. Je l'ouvre. J'espère que tu es heureux. Je le regarde un instant et je réponds, je le suis. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je l'envoie, je bloque le numéro et je retourne cuisiner avec Rachel. Je ne pense plus à Brigitte. 3 mois après ce dernier texto, je travaille sur un projet de restauration, une BMW de 1987. Le propriétaire l'a amenée dans un état lamentable. Le moteur était bloqué, l'intérieur était fichu, de la rouille partout. La plupart des garages l'auraient refusé. Je l'ai accepté. Les soirs et les fins de semaine, pièce par pièce, je reconstruis ce qui était cassé, le rendant meilleur qu'avant. Rachel passe à l'atelier un samedi, apporte du café et me regarde travailler un peu. « Tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas ?» demande-t-elle. « Oui. Il y a quelque chose de satisfaisant à prendre quelque chose que les gens ont abandonné et à le faire fonctionner à nouveau. » Elle sourit. « C'est une métaphore ? Peut-être. Eh bien, pour ce que ça vaut, je suis contente que personne ne t'ait abandonné. Personne ne l'a fait. J'ai juste arrêté d'accepter moins que ce que je méritais. » Elle m'embrasse sur la joue. « C'est ce que je préfère chez toi. Tu connais ta valeur. » Je ne l'ai pas toujours su, mais maintenant oui. Ce soir-là, je termine à l'atelier et je rentre chez moi. Ma maison, mon espace, ma vie, construite selon mes propres termes avec des gens qui me respectent. La BMW prendra encore un mois, mais ça en vaudra la peine. Certaines choses valent le temps et les efforts pour être bien faites. D'autres non. Connaître la différence, c'est tout. Je me gare sur ma place de parking, je prends ma boîte à outils du camion et je monte. Rachel vient plus tard. Nous préparons le dîner ensemble. Olivier et Pascal viennent pour une soirée jeu. Denis a envoyé un texto à propos du foot de demain. My phone stay quiet. Nos desperates messages, nos comparisons, nos criticismes, just peas. And that is worth more than all the Range Rover and equally houses in the world. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça. Votre valeur n'est pas déterminée par les critères de quelqu'un d'autre. Elle est déterminée par votre caractère, vos efforts, votre intégrité. Les gens qui comptent le voient. Les gens qui ne le voient pas, ce ne sont pas vos gens. Brigitte voulait du potentiel. Elle voulait plus. Elle voulait différent. Ce qu'elle avait était réel, et le réel est rare. Elle le comprendra un jour, ou pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Je suis chez moi. Enfin chez moi. Et je n'ai jamais été plus heureux.